Dans l'actualité, ce soir à Kaya, la fête nationale du 11 décembre se prépare. À une semaine de la manifestation, de nouvelles infrastructures réalisées viennent donner un autre visage à la ville. Dans ce journal, images et témoignages. Il est le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Mahamadou Issa Ouattara Kadhafi a triomphé de ses adversaires après une campagne exceptionnelle, voire difficile. Comment compte-t-il rassembler pour réussir son mandat? Quelle stratégie mettre en place pour sortir la Chambre de commerce et d'industrie de la léthargie, voire de l'attentisme dans lequel elle s'est installée ces dernières années? Mahamadou Issa Ouattara est notre invité. Il viendra répondre à nos questions. Ravi de vous retrouver. Le ministre d'État Simon Compaoré a procédé à l'inauguration ce matin à Kaya d'infrastructures réalisées dans le cadre de la célébration de la fête du 11 décembre. Ces infrastructures sont composées de l'hôtel administratif de la région du Centre-Nord, d'une salle polyvalente, d'un stade régional, d'une maison de la femme, mais également d'un village artisanal. De quoi donner à la ville de Kaya un nouveau visage. Issaka Ouedraogo, Adama Koulibaly. C'est au pas de course que le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, accompagné de membres du gouvernement, a procédé à une série d'inaugurations d'infrastructures réalisées dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2016. Ici, nous sommes à la salle polyvalente de Kaya, d'une capacité de 1000 places. Cet édifice va servir de cadre pour des spectacles, conférences et autres banquets. Là, c'est le stade régional du Centre-Nord qui devrait permettre de donner un nouveau souffle aux différents sports grâce à ses équipements, notamment le gazon synthétique, une première dans la région. La place de la Nation et l'hôtel administratif constituent également les autres réalisations de l'État. Même si on n'est pas un technicien du domaine, on peut regarder que c'est vraiment des infrastructures qui ont été faites dans les règles de l'art et les finitions en disent long. Nous souhaitons simplement que la gestion suive. Ça peut être des infrastructures, et comme ça l'est, des infrastructures de qualité, mais si c'est mal géré, eh bien, on ne va pas atteindre nos objectifs. Outre ces structures à l'actif de l'État, le ministre a aussi inauguré des réalisations de la LONABE. Il s'agit entre autres de la Maison de la Femme, du village artisanal, un cadre pour la promotion de l'artisanat régional et surtout de la compagnie des sapeurs-pompiers de Kaya, avec un effectif d'une centaine de personnes dans les jours à venir et d'équipements pour prendre en charge les accidents et différents sinistres dans toute la région du Centre-Nord. Kaya qui se prépare à recevoir ces étrangers ne montre pas cependant un joli visage pour l'instant. Des tas d'immondices joncés dans les lieux publics de la ville. Le constat fait sur place par nos équipes demande une réponse choc de la municipalité. Césaire Carrefour, Maïmouna Traoré. C'est un cheveu dans la soupe. À côté de ces œuvres nouvellement réalisées dans le cadre du 11 décembre, traînent des ordures qui ne passent pas inaperçues. Des tas d'immondices par-ci, des caniveaux jonchés de saleté par-là. Les ordures que vous voyez derrière moi ont duré ici, mais nous n'y pouvons rien. Les responsables de la ville ne font rien pour les débarrasser. Il n'y a qu'une seule structure de ramassage d'ordures. Elle ne vient pas à temps pour vider nos poubelles. Une réalité, reconnaît le maire de la ville de Kaya, mais qui s'explique. L'autre grand problème là, c'est la salubrité. Vous avez même constaté, c'est déplorable. Il faut reconnaître qu'avec le 11 décembre, et la population ne fait que s'accroître. On a vu qu'il y a certains qui quittent les provinces voisines pour venir s'implanter, pour faire leur petit commerce. Occupant les rues, ils salissent beaucoup. Pas que Imo ne travaille pas. Les femmes travaillent, elles nettoient, les garçons aussi travaillent, mais chaque fois que tu balayes, tu reviens, tu vas trouver quand même comme s'il n'y a rien qui est fait. Prenant la mesure de la situation, le conseil municipal cherche des solutions. Il n'y a pas assez de poubelles maintenant en ville, ce qui fait maintenant que la population, en balayant seulement, jette ça là où elle veut. J'ai identifié les coins où il y a des tas d'ordures là. Ça dit que dès demain ou lundi, il y aura quand même une campagne de masse maintenant pour nettoyer la ville. De l'avis de certains citoyens, ce n'est pas seulement l'affaire de la mairie. Chacun devrait mettre la main à la pâte pour débarrasser à jamais la ville des ordures. Les gens devaient s'unir pour ce genre de travaux. Si on laisse tout ça pour l'État, alors que vous oubliez qu'il y a une charge. Si on dit l'État, c'est la population qui fait l'État. Pour gagner le pari, les premiers responsables de la ville misent sur la sensibilisation
des habitants. Retour à Ouagadougou pour évoquer également ces travaux de réfection de voies dans l'arrondissement 9 de la capitale burkinabé. Un vaste programme est en marche désormais. Il va coûter environ 80 millions de francs CFA. Les détails avec Suleiman Sanou et Bouma Ernest Nébié. Des routes en mauvais état et difficiles à emprunter, nous sommes au secteur 38 du 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Une situation qui s'observe également dans les autres secteurs du 10 arrondissement. C'est pour résoudre ce problème crucial, véritable handicap au développement, que le conseil municipal de cette partie de Ouagadougou entreprend la réfection de ces voies. Lancé officiellement ce jour, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, l'opération concerne les principales routes des 4 secteurs qui comptent l'arrondissement. Elle est soutenue en grande partie par un entrepreneur burkinabé, Gibril Kanazoué, qui a fourni les engins nécessaires à l'exécution des travaux de réfection. Nous lançons aussi un appel à tous les maires d'aller vers les personnes qu'ils pensent peuvent contribuer en leur façon, comme nous on a fait. Nous on est une entreprise de travaux publics, donc on a des engins à disposition. Il y a des gens qui mènent d'autres activités, donc qui ont d'autres choses à disposition, qu'ils peuvent contribuer à accompagner les communes. Au niveau des arrondissements, nous n'avons pas de budget autonome. Donc nous sommes des ordonnateurs délégués de budget, ce qui ne nous permet pas quand même de concrétiser notre programme d'action. Ce monsieur qui nous donne gratuitement ces engins mérite quand même respect. Une initiative du conseil municipal et ses partenaires que le ministre d'État Simon Compaoré a vivement saluée. Il a par ailleurs souhaité qu'elle soit suivie par d'autres communes. Je crois que ce sont ces genres d'initiatives qui peuvent accompagner, en plus du dynamisme des maires et des élus locaux, qui peuvent accompagner le développement local. Donc nous sommes venus pour dire à la population bravo, au maire et à toute son équipe bravo. D'un coût d'environ 80 millions de francs CFA, l'opération va durer 2 semaines. Outre les problèmes de voirie, ce 9e arrondissement, jugé le plus grand de la ville de Ouagadougou, ne dispose pas de poste de police ni de gendarmerie. Des doléances que le maire a portées à la connaissance du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, à la cérémonie de lancement de cette opération de réfection des routes. Si le développement passe par le développement de la route, il faut bien aussi de l'emploi pour le soutenir. Et au Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, la question du chômage fait matière à décryptage. Le centre réunit depuis hier des experts pour réfléchir sur la création massive d'emplois dans le but de fournir des réponses aux nombreuses attentes des jeunes. Le point est avec Mariam Dao et Mounira Keri. Un emploi pour tous au Burkina, ce n'est pas utopique selon le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, CAPES. Et pour réussir ce pari, le CAPES, tout en s'inspirant de l'expérience du Japon et du Canada, se propose de pousser la réflexion. Réflexion qui devrait aboutir à des propositions innovantes à même d'orienter les décideurs. Tenez-vous bien, le Japon n'a pas de ressources naturelles, mais il n'y a pas de chômage au Japon. Ici, nous avons tellement de ressources qu'il est inimaginable qu'on ait du chômage. Il y a tellement de choses à faire que, en principe, si les politiques sont bien formulées et bien mises en œuvre, on devrait trouver une situation où tout le monde a du travail à faire. Pour le gouvernement, ici représenté par les ministres en charge du travail et de l'emploi, cet atelier vient à point nommé. Ce séminaire-là se tient à l'orée de la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du PNDS. Je crois que ça va servir véritablement à nourrir la réflexion pour la mise en œuvre du PNDS. Nous attendons des propositions concrètes pour que le gouvernement puisse s'en approprier, puisse s'inspirer pour bâtir de nouvelles stratégies en matière d'emploi. C'est une réflexion qui va être très riche et qui nous permettra aussi de puiser dans ces expériences qui ont été capitalisées de par le monde pour pouvoir avancer résolument dans notre pays sur les questions de la croissance économique. En vue de parvenir à des résultats à la hauteur des attentes, les initiateurs de l'atelier ont fait appel à l'expertise d'anciens ministres en charge de l'emploi et du travail, le professeur Augustin Loada et le docteur Salifou Dambélé. On en vient à présent à la page entretien de notre édition. Il est le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Mamadi Sawadgodi Kadhafi a triomphé de ses adversaires après une campagne exceptionnelle, voire difficile.
Mamadi Sawadgo est notre invité. Bonsoir, Monsieur Sawadgo, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Vous avez été élu à l'issue d'une campagne exceptionnelle, voire difficile. C'est presque du jamais vu dans l'histoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Avant, il y avait comme une sorte de mainmise des politiques sur la désignation des élus consulaires, mais cette année, on a vu un autre visage, une campagne houleuse. Comment vous, personnellement, vous avez vécu cela jusqu'à la victoire? Merci. Bon, nous avons vécu cela, je pourrais dire, sereinement, parce que bon, nous sommes organisés. Nous avons mis un certain nombre d'associations autour d'une table et créé ce qu'on appelait l'ARC, l'Alliance pour le renouveau consulaire. Donc c'est avec cette machine que nous sommes allés donc, à la campagne. Et pendant la campagne, c'est vrai que, bon, en étant peut-être à l'extérieur, on voyait les choses autrement. Mais nous qui étions au cœur de la chose, nous savions que nous étions sereins et que les choses se passaient très bien et qu'on espérait donc des résultats. Oui, et passé cette campagne, comment vous comptez ramener la cohésion et la sérénité pour réussir votre mandat? Écoutez, tout ce qui s'est dit, c'est fait. Je crois qu'il faut mettre ça dans le compte donc, de la campagne. Campagne étant terminée, maintenant l'heure est au rassemblement et l'heure est au travail. Donc nous avons déjà donc, entrepris des démarches auprès donc, des uns des autres, des challengers comme d'autres personnes ressources, pour essayer de voir comment est-ce qu'on va rassembler le monde des affaires et se réconcilier entre nous-mêmes pour pouvoir mieux aborder la question donc, du démarrage économique. Et vous avez confiance à l'équipe qui vous entoure? Tout à fait. On a vécu également 2 ans de léthargie, voire d'attentisme au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Et quelles sont vos actions urgentes pour relancer de l'activité économique au Burkina à travers la Chambre de commerce, bien sûr? Les actions urgentes que nous avons, je crois que nous avons proposé ça dans notre programme, c'est d'abord organiser une table ronde avec nos partenaires, qui est l'État, les partenaires financiers, les bailleurs de fonds, pour faire l'état du lieu et voir comment est-ce qu'ils peuvent véritablement nous accompagner. Parce que vous savez que ça date bien avant les 2 ans, depuis 2010-2011, avec les différentes crises. Il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de lenteur de règlement des factures des entrepreneurs au niveau du Trésor. Donc, tout ça sont des actions que nous devons donc discuter avec l'État pour voir comment est-ce qu'on peut remettre tout ça sur les rails. L'heure est à la mobilisation pour la mise en œuvre du PNDS, le vaste programme du gouvernement. Et au niveau de la Chambre de commerce, quelle est votre contribution attendue? La Chambre est partie prenante donc, de cette table ronde de Paris. Et à cet effet, il y a eu plusieurs rencontres avec les opérateurs économiques et qui ont se sont inscrits pour Paris. Et beaucoup ont fait donc, des manifestations d'intérêt pour investir dans certains domaines. Alors, donc, nous n'avons pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais en tout cas, le secteur privé est très engagé et très mobilisé pour participer à la mobilisation des fonds pour le PNDS. Monsieur Sawadgo, pour terminer, on vous prête des proximités avec les hommes politiques, notamment le président de l'Assemblée nationale. Comment comptez-vous rassurer davantage sur votre volonté de pouvoir apporter un nouveau visage à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina? Bon, proximité avec le président de l'Assemblée, ça, je suis originaire donc, du Nord comme lui. Et on se connaît naturellement, mais je pense que je ne suis pas le seul candidat ou le seul Burkinabé qui connaît bien les hommes politiques ou qui ont des membres politiques. Ça n'a rien à voir avec le travail que nous faisions. Et notre candidature, vous avez vu, je vous ai répété que c'est l'Alliance pour le renouveau consulaire qui a porté notre candidature.
Et du reste, nous-mêmes sommes sur le terrain, et on est tantôt membres de l'Assemblée. Donc c'est le travail. Tous les Salangers aussi, ils ont bien des origines de province, ils ont bien aussi des parents ou des amis politiques, mais ça n'a rien à voir avec la compétition que nous avons maintenant. Donc je crois que c'est le travail. Il n'y a pas de mélange de genre. Non, absolument pas du tout. C'est de méconnaître les secteurs. Le politique n'a même pas sa place dans le processus. Quand vous avez regardé, c'est secteur par secteur, région par région, qui a eu 12 000 inscrits, 300 candidats, et 148 élus. C'est secteur par secteur. Moi, personnellement, j'ai été élu au centre dans la catégorie commerce du gros. Et donc, c'est les vingtaines de sociétés, je dirais, les grandes sociétés de la place. Donc, très souvent, c'est des sociétés avec donc, des sièges à l'étranger. Et il n'y a pas de place pour les politiques vraiment de s'interférer dans ça. S'il y a bien des élections libres et transparentes et démocratiques, c'est bien celui-là. Merci à vous, Mamadi Sawadgo, d'être venu répondre à nos questions. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Et pour la suite du journal, un grand format sur les mutuelles de santé au Burkina. De plus en plus, les Burkinabés se tournent vers ces mutuelles de santé, des structures privées pour la plupart qui assurent des facilités d'accès aux soins de santé à condition d'en être membre. Ces dernières années, ces structures sont en plein essor dans la ville de Ouagadougou. Mais comment distinguer le vrai de l'ivraie? Quel type de fonctionnement sont-ils soumis? Des questions, mais aussi des réponses avec Zubaviel Dabiré. L'assurance maladie universelle encore à l'état de projet, les Burkinabés prennent des initiatives pour faire face à leurs besoins sanitaires. Leurs trouvailles, les mutuelles de santé, des structures à vocation sociale orientées vers la couverture santé des couches vulnérables. Ablassé Naïssa est gérant de Bonnefontaine à Ouagadougou. Chef de famille aux ressources financières limitées, il s'inscrit à la mutuelle Lafi Burgo en 2010. Au départ, quand on voulait adhérer, ils nous ont dit que c'est une aide pour les pauvres. Ils ont également dit qu'il y avait une subvention conséquente sur nos ordonnances. Et c'est pour ça que j'ai adhéré. Avec une contribution de 2600 francs par an, Ablassé Naïssa bénéficie d'un remboursement à hauteur de 70% sur ses ordonnances médicales. J'ai une grande famille et comme je n'ai pas assez de moyens, j'ai donc souscrit pour une partie de la famille. Et comme Ablassé Naïssa, ils sont aujourd'hui près de 33 000 Burkinabés, principalement issus du secteur informel et du monde rural, à s'inscrire dans les 6 mutuelles de santé que compte la région du centre. Des mutuelles qui garantissent les facilités d'accès aux soins de leurs membres en signant des conventions avec les centres de santé de la place. Pour le personnel soignant, l'approche est novatrice et efficace. L'État même devait travailler pour que la population puisse s'en approprier. Parce que nous sommes dans des pays à ressources limitées et il faut effectivement qu'on mutualise nos forces pour pouvoir faire face à nos problèmes de santé. Mais la mutualisation seule ne suffit pas pour assurer la viabilité de ces structures. Réunies au sein de l'Union des mutuelles de santé de la région du centre, elles bénéficient de soutien de partenaires extérieurs pour la subvention des frais sanitaires de leurs membres. De l'État, elles attendent toujours une contribution. Jusqu'à présent, nous attendons que l'État s'intègre entre la relation que nous avons avec nos partenaires, les prestataires de soins. Voilà. Nous souhaitons également que l'État s'intègre, s'engage financièrement à nous accompagner. Avec la mise en œuvre annoncée de l'assurance maladie universelle, le rôle de ces structures dans le dispositif sanitaire reste à préciser. Pour ces précurseurs du concept santé pour tous, l'État doit renforcer leur capacité pour la réussite de l'opération. Nous attendons toujours qu'on nous présente un peu l'ossature assez claire de cette assurance maladie universelle pour qu'on sache réellement quel est le rôle que va jouer les mutuelles de santé. Parce qu'une mutuelle de santé, ce qu'on entend dire actuellement, c'est que les mutuelles de santé vont jouer le rôle de structure déléguée. Mais cette délégation de gestion, ce qu'il paraît, va se faire en fonction de la taille, du gabarit de la mutuelle de santé. Ces structures semblent réussir une prouesse.
celle de permettre aux populations vulnérables de se prendre en charge sur le plan sanitaire grâce à une chaîne de solidarité. Et tous espèrent que l'État ne compromettra pas ses acquis avec la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Dépister le cancer du col de l'utérus pour être traité précocement, cela préserve davantage la fertilité chez la femme. Et pour l'association Kimi et son partenaire, l'ONG JPIRO, il est important que les femmes du centre-nord puissent profiter de ces avantages. D'où cette campagne de dépistage initiée ce 3 décembre à Bousouma, une commune rurale du San Matenga. Kadi Sanogo. Le cancer du col de l'utérus est le premier cancer gynécologique au Burkina Faso et est l'une des principales causes de décès chez les femmes de 15 à 44 ans. Le diagnostic précoce prévient l'évolution ultérieure vers le stade cancéreux. C'est pourquoi, depuis 2010, l'ONG américaine JHPIRO apporte son appui à la lutte contre cette maladie. Il y a des solutions faisables pour sauver la vie des femmes. C'est pour ça que nous intervenons dans le cancer du col de l'utérus. S'il n'y avait pas de solution pour prévenir, on n'allait pas investir. Nous faisons les interventions qui sont peu coûteuses, qui sont faciles à faire et qu'on peut amener partout. Des actions ont été très tôt entreprises par la Fondation Kimi et l'association Stop Cancer du col de l'utérus à travers la prévention et la prise en charge des cas suspects ou avérés. Nous avons choisi d'intervenir au niveau des zones rurales, au niveau des zones où il y a les 80% des populations pauvres qui y vivent, qui n'ont pas accès aux soins, qui ne peuvent même pas avoir un gynécologue, je ne parle même pas d'un médecin, qui ne peuvent pas avoir une sage-femme. Donc le but, c'est d'aller faire le dépistage à moindre coût. La première dame veut que les femmes accèdent matériel technique de traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus à la Fondation Kimi, à la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina et à l'association Stop Cancer du col de l'utérus pour une valeur d'environ 20 millions de francs CFA. Toujours en santé, du renfort pour aider à lutter contre ces pathologies, mais bien d'autres pathologies chez la femme. La 12e promotion de gynécologues obstétriciens formés au Burkina a effectué sa sortie officielle ce 2 décembre à Ouagadougou. Ils sont au nombre de 26 et ont achevé avec brio leur stage. Vincent Tiendrebego était témoin de la cérémonie de sortie de promotion. Ils sont 26 gynécologues obstétriciens qui reçoivent ici leurs attestations de fin d'études. Issus de cette nationalité, ils constituent la 12e promotion de médecins spécialistes en gynécologie obstétrique formés au Burkina Faso. Des nouveaux diplômés qui ont été évalués chacun à travers une vérification des connaissances théoriques, pratiques et une soutenance des mémoires de fin d'études. Après l'obtention de ce diplôme d'études spécialisées, nous comptons travailler aux côtés des autres acteurs de la santé pour améliorer l'état de santé de la mère et de l'enfant et la santé de la reproduction. Selon le ministre Smaïla Ouedraogo, la formation des spécialistes dans le domaine de la santé est une priorité dans le programme quinquennal du président du Faso. L'accompagnement que nous faisons, c'est de faire en sorte que ces gynécologues puissent rapidement être déployés sur le terrain afin qu'ils puissent aller servir là où les populations en ont le plus besoin et également faire en sorte que les conditions de travail et de vie aussi soient améliorées. Cette promotion de gynécologue est le premier produit de médecins spécialistes issu du PROFOS, le programme de formation des spécialistes. Un programme de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Autre actualité dans ce journal, le Burkina Faso s'est engagé depuis 2011 dans un renforcement de la mécanisation agricole à travers un vaste programme, plus connu sous le nom 100 000 charrues. Le programme vise à doter les producteurs d'équipements agricoles à prix fortement subventionnés. Ce week-end, le comité technique de suivi du programme était sur le terrain. Il a pu visiter la région du centre-nord. Constat avec Draman Dadia. Marceline, productrice de céréales dans la commune rurale de Sapsé.
Elle est bénéficiaire de la seconde phase du programme de renforcement de la mécanisation agricole. Sa dotation, un bœuf. Après la récolte, j'ai eu 6 charrettes de céréales, et ce, grâce à la culture à télé. Les années antérieures, je gagnais presque la moitié de ce que j'ai eu cette année. La moisson a aussi été bonne pour Omer Sawadogo, l'un des bénéficiaires de l'opération 100 000 charrues. Des charrues, des charrettes, des bœufs et des ânes, tous subventionnés à hauteur de 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. Un accompagnement du gouvernement salué ici par les producteurs de la région du Centre-Nord et tous souhaitent en bénéficier. Je crois que parmi les producteurs aujourd'hui, il y a quand même des producteurs qui ont cette capacité d'acquérir des équipements des animaux à leurs frais. Je crois que les appuis de l'État ne sont pas destinés à ces producteurs-là, mais plutôt aux plus démunis. Même parmi les bénéficiaires, il y a des mauvais élèves. Constat fait par les membres du comité technique de suivi. Ils ont pour mission la supervision des réalisations du programme. Nous avons fait 11 communes. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a des choses qui sont très bonnes. Mais on a vu aussi à quelque part que par rapport au matériel, il y en a qui entretiennent mal le matériel. Il y a également les animaux que nous avons vus par endroits. Bon, c'est vrai que certains animaux sont de petite taille, mais nous avons espoir, le comité. À chaque étape de la tournée, les producteurs sont encouragés à passer de la daba à la culture attelée pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina. Et puis on reste dans le domaine rural pour évoquer la pratique du maraîchage dans la province du BAM, une pratique qui se mène sur les berges du lac BAM. L'activité nourrit bien son homme en dépit des risques d'ensablement avancé du lac. De passage dans la localité, une de nos équipes s'est intéressée au sujet. C'est un reportage qui fait partie d'un vaste dossier que nous vous proposons sur nos antennes dans le cadre de nos sujets sur le 11 décembre à Kaya. Reportage signé Fabrice Nebier et Yolande Lompo. S'il y a une activité qui rassemble autant d'hommes sur les berges du lac BAM, c'est bien la maraîchiculture. Vincent Ouedraogo fait partie des quelques rares personnes qui ont très vite compris que l'on pouvait réussir dans ce domaine. Installé depuis une vingtaine d'années en ces lieux, à lui seul il exploite une douzaine d'hectares d'oignons, 3 hectares d'haricots verts sans compter la tomate, le poivron, les choux, les carottes et le maïs frais. Ça là c'est moi-même qui l'ai payé. Toutes les installations que j'ai faites dans les deux côtés là, je n'ai pas eu l'aide là-dessus. Bon, d'abord, j'ai vendu un de mon terrain que j'ai commencé à réaliser. Ça donnait bien. J'ai refait une autre à 1,5 km de l'eau. Vincent emploie une trentaine d'ouvriers et le reste de ses terres, il est loué aux jeunes venus de diverses localités du Burkina, désireux de s'essayer dans ce domaine. Maintenant, ce que nous on fait, par exemple, si tu amènes la semence et l'engrais, moi je vais te donner le terrain et puis l'eau. À la fin, on divise en deux. Maintenant, si tu viens, moi je te donne le terrain, je te donne l'engrais, je te donne les semences, même les produits de traitement. À la fin, on divise en 3 parties. Là, tu es venu avec ton daba, tu fais que travail, et c'est moi qui fais les dépenses, et je te donne l'eau avec le terrain, et à la fin, on divise en 3. Tungu Savargo est l'un d'entre eux. Exposé aux moustiques et au froid dans ce milieu austère, il vit entouré de jardins avec d'autres jeunes venus d'horizons divers et ces tiges regroupées leur servent d'habitat. Il y restera 6 mois, nous confie-t-il, et devra apprendre à vivre sans histoire avec ses compagnons, mais surtout à cuisiner à son tour pour le groupe comme ce jeune homme. Tony Bouger. Je suis venu de Boussé pour travailler, car chez nous, au bout de 3 mois, il n'y a plus d'eau pour faire la maraîchiculture. Je dors sur place avec d'autres jeunes rencontrés sur le site et je compte bien répartir avec de quoi subvenir à mes besoins. Les 2 motopompes de grande capacité que vous apercevez appartiennent également à Vincent Ouedraogo. Ces engins peuvent irriguer des parcelles sur un rayon d'1 kilomètre. Notre maraîcher n'hésite pas à s'en servir pour alimenter les jardins de ceux qui le souhaitent
moyennant une contrepartie financière. Mais à la question de savoir à combien il évalue son chiffre d'affaires, notre homme reste dubitatif. En saison pluvieuse, ces mêmes terres sont réutilisées pour la culture du mil et du niébé. Quelques rares femmes ont également pu obtenir des parcelles sur le site. Regroupées en association contrairement à ces jeunes, elles sont propriétaires de ces lopins de terre et cohabitent harmonieusement avec la gente masculine. Et puis, cette soirée de récompense dénommée Nuit des trophées de l'eau, une soirée destinée à récompenser les partenaires et techniciens qui œuvrent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Une idée soutenue par Global Partner Watership in Africa, Dimitri Badini Yakiteda. Une nuit pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui s'investissent à cœur joie dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Par ces remises de trophées, les organisateurs veulent témoigner leur gratitude à l'endroit des personnes physiques ou morales. L'eau est une ressource transversale. Et pour notre développement, il est important que nous puissions mettre l'accent sur la gestion de la ressource eau. Et il est important pour nous de pouvoir distinguer ces hommes et ces femmes-là. Ça fait de la visibilité pour tous ces acteurs, vous avez remarqué, de tout âge, de toute vocation, qui se sont investis et qui continuent de s'investir dans le secteur de l'eau. Des trophées d'honneur et spéciaux sont décernés. Et parmi les lauréats, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie et ancien ministre en charge de l'eau. Je voudrais dédier ce trophée à nos braves paysans et paysannes, toujours en quête de l'eau potable de boisson et de l'eau pour la production végétale. C'est un sentiment de satisfaction et de bonheur parce que je me dis que ce trophée est dédié à toutes les femmes du Burkina. La nuit des trophées de l'eau et de l'assainissement, selon Nuga Ambroise Ouedraogo, va permettre de répertorier chaque année une liste exhaustive des partenaires les plus déterminants dans le secteur de l'eau. Les organisateurs souhaitent simplement qu'elle se pérennise. Un Burkinabé qui a du talent, Seni Ganam Touré, est ingénieur électronicien et l'un des premiers Burkinabés à être diplômé de la prestigieuse école, le MIT, le Manchester Institute of Technology. Nanti d'un MBA, il rentre au pays avec l'espoir de le relever bien de défis. Portrait avec Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré. Cette bague est la fierté d'un homme, Seni Ganem Touré, preuve incontestable de son passage dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, une véritable usine du prix Nobel. Seni Ganem Touré. Seni Ganem Touré, originaire du Ganzourgou, est le tout premier Burkinabé diplômé du MIT, fondé en 1861 et qui compte déjà 87 prix Nobel. Je suis allé à la scolarité parce que je cherchais d'autres Burkinabés qui ont fait l'école. En passant, Kofi Annan a fait cette école également. Et je n'ai pas trouvé de Burkinabé. Burkina Faso, je n'ai pas trouvé. J'ai mis Haute-Volta, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis allé à la scolarité et j'ai demandé. Ils m'ont dit d'attendre, qu'ils vont vérifier aussi. Ils vont vérifier, ils m'ont dit non, que je suis bien le seul Burkinabé qui soit diplômé de l'école. Parti au MIT à Boston en 2014, il revient au Bercail avec un MBA, un Master in Business and Administration. Quand on se retrouve dans ces environnements, on est d'abord intimidé. On est dans un environnement où on côtoie des présidents d'entreprises, on côtoie des fonctionnaires de très haut niveau venant de l'ensemble de l'administration américaine. Par exemple, le chef de campagne du président Obama était dans ma classe. Depuis son retour, Seni Ganem Touré ne rêve que d'une chose, partager ses expériences. Donc la prochaine étape pour moi, c'est de mettre en place une entreprise avec mon réseau et mes partenaires qui va impacter la vie de mes concitoyens et la vie des Africains. Le deuxième axe de ce que je compte apporter à mon pays, c'est d'ouvrir le réseau, le nouveau réseau, le réseau puissant que j'ai pu créer dans cette école pour supporter les jeunes entreprises, pour supporter l'écosystème de l'entreprise au Burkina. Le troisième axe, pour moi, c'est de contribuer à l'éducation
Si le travail de Seni Ganem Touré porte ses fruits, c'est tout le Burkina Faso qui pourrait en bénéficier. Arrêtons-nous à présent sur cette exposition à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition du professeur Joseph Kizerbo. Une expo photo qui fait découvrir ou redécouvrir l'œuvre du professeur Kizerbo. Une expo qui suscite également bien de questions. Fabrice Nebier, Abdourahmane Zongo. Joseph Kizerbo, c'est son nom. Son nom à lui tout seul symbolise l'histoire et pas seulement. Son histoire évoque une image. Son image convoque un génie africain du XXe siècle. Son XXe siècle pénètre encore qu'une inétonnante actualité au XXIe siècle. Éducation, culture, pensée politique, recherche, entre autres, sont ses domaines de prédilection. Bref, c'est un homme au combat et savoir multiples et dans ce temple d'ébullition du savoir, qui porte d'ailleurs son nom depuis un an, un hommage posthume lui est rendu 10 ans après sa disparition à l'âge de 24 ans, c'était en 2006. On peut le voir en photo et voir son parcours intellectuel, son parcours de combattant politique, de leader, de penseur, de défenseur des droits de l'homme. Et aussi lire des extraits de ses livres, mais aussi des extraits d'écrits de personnes qui l'ont bien connu. Certains étudiants s'expriment. Ça permet de faire connaître ce que Joseph qui il est réellement et ce qu'il a fait pour l'histoire de l'Afrique et surtout de l'éducation même. Comme lui, il le dit dans ses œuvres, chaque génération a une pyramide à bâtir. Nous espérons aussi bâtir notre pyramide à notre tour. Pendant 10 jours, jusqu'au 11 décembre, le parcours atypique du professeur Joseph Kizerbo, l'homme au demi-siècle de combat, aux 50 ans de lutte, est à découvrir ou à redécouvrir. Et donc, sans transition, votre rubrique Dimanche Sport, et je reçois Mamadi Wena. Mamadi, bonsoir. Bonsoir, Fousseni. Dimanche Sport, ce soir, Grand Prix cycliste SND. Le grand retour de Salfo Bikenga. Oui, le cycliste Salfo Bikenga qui a fait une année sans courir après une chute et qui a pris le départ ce matin sur le boulevard Charles de Gaulle et il a remporté la course en solitaire après une grande démonstration de puissance et il a fait une échappée avant la fin de la course, 3 km avant le dernier tour et il remporte ainsi le 13e Grand Prix cycliste SND. Et il y a également l'Assemblée générale élective de la Fédération burkinabé de basketball. Joachim Baki rempile pour 4 années. Oui, Joachim Baki qui était en lutte avec notre collègue Mahmoudou Zunganadi Baner, et alors que nous voyons les images, et Baki qui a eu 20 voix contre 13 pour Zungrana et qui rempile pour 4 nouvelles années. Et pour terminer, le championnat national de football de première division, le RCK, qui bat l'EFO et s'installe seul en tête. Oui, le Rail Club à l'issue de cette deuxième journée du championnat national de football de première division, grâce à cette victoire de 2-1, alors que nous allons revoir un peu les buts de ce match. Le Rail Club qui ouvre le score et après l'EFO qui égalise et le RCK qui prend l'avantage sur penalty et grâce à cette victoire de 2-1, le RCK conforte sa position de leader avec 6 points plus 3 et nous allons donner les autres résultats. Et AS Sonabel BPS 1 but partout, Santos FC Asfayenga 0-2 et AGEB Uzo 0-0, Kozav Raimo FC 0-2 pour Raimo et ASFB USFA 0-1 et l'USFA qui gagne à Bobo et Majestic RCB 0-0 et le dernier match AS Police USCO 0 but partout également. Et il reste entendu que le développement de toutes ces informations est à voir dans votre magazine. Oui, demain à 21h, il y aura plus d'images et de détails sur toute cette actualité. Merci à vous, Mamadi Wena. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Oui, Fousseni. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.